après Nietzsche, Schopenhauer. On m'avait demandé, hein, c'est une œuvre commandée. Ricoeur. Parce que avec monsieur Emmanuel Macron, on a parlé de Ricoeur. Et donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une fake news? Qu'il ait travaillé pour lui? Donc, ça m'a donné l'idée de vous présenter cet ouvrage qui s'appelle La mémoire, l'histoire, l'oubli. C'est un gros pavé de presque 700 pages qui ne se lit pas facilement du tout. Qui se lit, mais il faut quand même s'accrocher. Et c'est un ouvrage absolument magnifique. Et on va essayer de voir de quoi il parle. Alors, Paul Ricoeur, je ne sais pas si vous situez un petit peu, 1913-2005. C'est l'un des grands philosophes français, mais aussi, pas simplement, un des grands philosophes du XXe siècle. Au même titre, j'aime bien les rassembler tous les deux, au même titre qu'Emmanuel Lévinas, qui est aussi une grande figure de la philosophie du XXe. Et ils sont très, très proches au niveau des dates, hein, ils sont tout à fait contemporains. Et Paul Ricoeur, c'est un philosophe d'une énorme créativité et fécondité intellectuelle, puisqu'il va publier à l'âge de 87 ans, après une œuvre déjà bien dense, il va écrire ce dernier ouvrage sur la mémoire, l'histoire, l'oubli, sur le temps, sur la vie. Et on aimerait tous, à 87 ans, avoir sa lucidité et sa pertinence intellectuelle. Alors, Ricoeur, c'est un témoin vraiment privilégié du XXe siècle, hein, de notre temps, avec ses souffrances, ses angoisses, ses espérances difficiles. Et il a lui-même caractérisé sa réflexion philosophique, son cheminement philosophique, à travers l'image de la voie longue, un peu comme en alchimie, la voie longue qu'il faut patiemment parcourir jusqu'au bout, en évitant aucun obstacle, aucune difficulté, mais en se confrontant à toutes ces difficultés, à toutes ces aspérités de l'itinéraire, et en tirant parti de toutes les rencontres, les confrontations. C'est intéressant, très caractéristique de Ricoeur, c'est qu'il écrit un ouvrage toujours à partir des questions restées sans réponse des ouvrages précédents. Donc il y a une sorte d'exigence intellectuelle à toujours remettre l'ouvrage en route s'il y a des choses restées sans réponse ou des questions ouvertes, et Dieu sait si dans chaque ouvrage de philo il y en a, eh bien il les reprend et il les retravaille pour aller un petit peu plus loin, en sachant que cette œuvre nouvelle restera de toute façon inachevée. Là je relisais la dernière page du livre. Il y a un petit Larsen, oui. On ne peut pas faire grand-chose tant que Roland n'est pas revenu. Sous l'histoire, la mémoire et l'oubli. Sous la mémoire et l'oubli, la vie. Mais écrire la vie est une autre histoire. Inachèvement.
très caractéristique de son écriture. Alors, son itinéraire intellectuel montre une inspiration très éclectique, de nombreux réaménagements, de nombreux détours aussi, et pourtant, comme il le dit lui-même, une unité dans sa vie, une unité dans son œuvre, une cohérence, quand on lui a demandé sur la fin de sa vie de faire un petit peu la synthèse de son œuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été très ignoré dans les années 60, 70. C'est vrai qu'il était plutôt basé aux États-Unis à ce moment-là, et qu'il revient sur le devant de la scène depuis les années 80, sans attendre la nomination d'Emmanuel Macron. Il a été déjà bien redécouvert et réétudié. Alors, son cheminement intellectuel, il tient, on peut dire en deux mots, même s'il est beaucoup plus complexe, la phénoménologie. La phénoménologie, je vais expliquer ça, et l'herméneutique. Deux gros mots, je le reconnais. La phénoménologie, l'étude des phénomènes, et l'herméneutique, qui est toute la science de l'interprétation. Alors, quelques éléments de sa vie. D'abord, donc il est né en 1913 à Valence. Sa maman meurt pratiquement à sa naissance et son père mourra sur le front en 1915. Donc il est orphelin, pupille de la nation, très, très jeune. Et son intérêt pour la philo date de la classe de terminale. Donc ça renforce l'idée qu'il faut vraiment se battre pour continuer à avoir de la philo en terminale, même si certains en ont des mauvais souvenirs, puisqu'il a eu un... C'est gênant, hein? Oui. Alors... Donc il a eu un super prof de philo du nom de Roland d'Albiez, son prof de philo de terminale, Roland d'Albiez, et qui le forme à une double exigence, à la fois de rigueur conceptuelle et de courage intellectuel. Rigueur conceptuelle, courage intellectuel, c'est deux caractéristiques qui vont le suivre toute sa vie. Et il se sentira redevable de ce prof de terminale pour toujours, puisqu'il va faire un peu de cette confrontation avec ce Roland d'Albiez une devise. Ne pas fuir devant une difficulté, mais l'aborder de front. Donc c'est quelqu'un d'une très grande exigence et rigueur. Quelques années plus tard, il va avoir le bonheur d'étudier auprès du philosophe chrétien Gabriel Marcel, un peu en marge de l'enseignement officiel délivré, donné à la Sorbonne. Et ce Gabriel Marcel organisait des sortes de... C'était pas vraiment des cours, mais plutôt des réflexions, des causeries autour de thèmes philosophiques, bien sûr, mais aussi des thèmes de la vie quotidienne. Et donc, il va beaucoup apprendre avec Gabriel Marcel. En 1935, il passe son agrégation et il s'initie la même année aux ouvrages déjà publiés de Edmund Husserl, qui est le fondateur, le philosophe allemand fondateur de la phénoménologie. Et il va se former à l'école d'Husserl
et là aussi d'une très grande exigence et précision dans les concepts, notamment chez Husserl, de tout ce qui touche à la vie psychique. Donc, à cette influence de Gabriel Marcel et de Husserl s'ajoute, à l'époque de la guerre, à l'époque de sa captivité en Poméranie, l'influence de Karl Jasper, puisqu'ils vont se retrouver dans le même camp, un camp d'officiers, ce qui va leur permettre quand même de continuer tous les deux à travailler, à réfléchir et à écrire. Donc à la fin de la guerre, on peut dire qu'ils se trouvent bien dotés, sous le triple patronage tutélaire de Gabriel Marcel, Karl Jasper et Edmund Husserl. Il aime bien les éléments ternaires, vous verrez, donc c'est pour ça que je parle d'un triple patronage tutélaire. Alors, après la libération, il contribue à faire connaître en France la phénoménologie allemande, avec, il n'est pas tout seul, il y a Sartre aussi, il y a Merleau-Ponty, il y a Emmanuel Lévinas, tous font connaître ce qui n'est pas encore connu en France, les œuvres de Husserl donc, et de Heidegger, de Martin Heidegger. Il enseigne d'abord dans le cadre de l'enseignement secondaire et il va passer 10 années d'enseignement, d'abord dans le secondaire, ensuite dans le supérieur, à l'université de Strasbourg, et de 48 à 58. Il va enseigner à Strasbourg et il dira que ces 10 années d'enseignement sont parmi les plus heureuses de sa vie. Alors, il est élu à la Sorbonne en 58. Donc il quitte Strasbourg pour Paris, mais aussi il va inaugurer une longue période d'enseignement aux États-Unis. Vous savez, beaucoup d'universités américaines s'arrachent les French philosophers, qui ne sont pas toujours bien vus en France, et donc ils trouvent refuge, un refuge très favorable dans certaines universités américaines. Et donc, Ricoeur va enseigner à Yale, puis à Chicago, durant plus de 24 ans, et il va côtoyer là-bas Hannah Arendt et aussi Mircea Eliade. Et il va donc connaître tous ces courants de phénoménologie du sacré, avec Otto, van der Leer, enfin tout ce courant très, très important aux États-Unis. Donc, vous voyez, c'est pas une inspiration simplement française ou allemande, mais aussi américaine. Alors, le Ricoeur, on dit des années 50, est donc d'abord phénoménologue. Et puis, celui des années 60 va s'investir dans l'autre volet de sa philosophie, les sciences humaines, donc justement avec Otto, Eliade, etc., et l'herméneutique. Et notamment, il va appliquer cette discipline d'interprétation à la psychanalyse, et notamment la psychanalyse freudienne. Et c'est peut-être ça qui explique qu'il va être mis un peu à l'écart dans les années 60-70, notamment en France, où quand on parle de psychanalyse, c'est Lacan, c'est Althusser, mais c'est pas Freud. Et il y a des guerres, mais vraiment, on n'imagine pas, d'une violence terrifiante en France pour défendre le sartrisme, le lacanisme, l'althussérisme, le structuralisme et tous ceux qui ne rentrent pas dans ce cadre intellectuel sont bannis. C'est pour ça que beaucoup vont partir aux États-Unis. Alors, donc dans les années 70, c'est vrai qu'il est, il est de plus en plus attaché, comme l'est aussi le fut Michel Serres, par exemple,
à la pensée anglo-saxonne, et il va quand même être directeur du centre de recherche phénoménologique et herméneutique au CNRS. Donc ce titre résume sa carrière en fait. Centre de recherche phénoménologique et herméneutique au CNRS de 1967 à 1980. Donc quand même une référence française au CNRS. Il va toujours être très présent aussi au niveau de l'engagement politique, puisque même s'il privilégie une certaine mise à distance de sa propre vie, il ne renonce jamais à intervenir dans l'espace public. Et donc, il sait garder ses distances avec les idéologies sans transiger sur l'existence politique, le sens de l'État. Et il va défendre toujours un mode d'action, ce qu'il va appeler un agir raisonnable. Et donc, ça explique un certain nombre de prises de position contre la répression soviétique en Hongrie en 1956. Et c'était courageux. En France, en 1956, de condamner l'invasion et la répression soviétique en Hongrie. Il va s'exprimer avec beaucoup d'autres contre l'usage de la torture pendant la guerre d'Algérie. Et évidemment, il va vivre les années 68, aux premières loges, puisqu'il accepte d'enseigner à Nanterre, le haut lieu de la contestation de 68. Il accepte d'enseigner à Nanterre en 1966 et il est nommé doyen de cette même faculté en 69. Donc il va vivre les événements de 68 aux premières loges et lui, il sympathise avec le mouvement étudiant et tente de faire une œuvre de médiation entre l'institution de l'université et la contestation étudiante. Il se trouve que la police intervient sur le campus de Nanterre en 68, ce qu'il ne voulait pas, mais qu'il n'a pu éviter. Et donc, en 70, en fait, il va présenter sa démission de doyen de Nanterre. Et il reste actif quand même sur de nombreux fronts, l'écologie, la bioéthique, la justice. Et il va marcher en tête de l'une des premières manifestations contre la guerre en Bosnie en 1992 à Paris. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'exemple d'un grand intellectuel, d'un grand érudit, qui est très préoccupé par la philosophie politique et le rôle qu'il peut avoir dans ses engagements politiques. Donc il va écrire aussi de très très nombreux ouvrages, je vous en cite que quelques-uns les plus connus. Philosophie de la volonté, alors ça le rattache un peu à ce qu'on a vu de Nietzsche, de Schopenhauer, en 2 tomes. La métaphore vive, la métaphore, donc là on voit le côté herméneute, puisque dans l'interprétation des textes, on étudie tout ce qui est allégorique, métaphorique, etc. La métaphore vive, temps et récit, déjà sur la problématique, la philosophie du temps, et la problématique des récits historiques, temps et récit, soi-même comme un autre. Tout le problème de l'altérité, c'est là où il va y avoir des points, enfin des sujets communs avec Emmanuel Lévinas, qui va lui être le grand philosophe de l'altérité. SOI, soi-même comme un autre. L'herméneutique biblique. Donc il va s'intéresser pas simplement à l'herméneutique de la psychanalyse freudienne, mais aussi des textes sacrés chrétiens. Lui-même sera toujours très attaché à sa religion protestante. Il est d'origine et il restera protestant toute sa vie. Il va écrire, en plus de... Il y a plein d'autres ouvrages qui sont toujours des sacrés volumes. Il va écrire dans beaucoup de revues. Il est très demandé dans les revues protestantes notamment. Et entre autres, il va être un des piliers de la revue Esprit.
qui est créé par le philosophe chrétien Emmanuel Mounier, hein, où écrivent aussi Hannah Arendt, Merleau-Ponty, hein, Maurice Merleau-Ponty. Donc, il fait vivre en fait cette revue Esprit pendant de très nombreuses années. Voilà, petit survol d'une vie très, très, très riche. Alors, son dernier ouvrage, puisque c'est son dernier ouvrage, même s'il y a d'autres choses qui ont été publiées, mais après, à titre posthume, après sa mort, c'est La mémoire, l'histoire et l'oubli, qui est publié en 2000, en l'an 2000. Et donc, comme les autres ouvrages, il va partir de questions laissées ouvertes, hein, sans réponse, pour reprendre cette thématique du temps. Alors, ce livre est étonnant pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il l'écrit plus de 25 ans après sa retraite de l'université française. Donc, à un âge où, on pourrait penser que, jouir de tout ce qui a été écrit. Eh bien non, vous voyez, ce souci de toujours participer de la vie conceptuelle, philosophique de l'humanité. Et c'est un ouvrage, donc, qui est un formidable tour de force philosophique, puisqu'il va citer et discuter les idées, voilà, de plus de 200 auteurs, 213 auteurs exactement, 213 auteurs qui sont cités et dont il va, expliquer les vues, les concepts et se positionner par rapport à eux. Alors, c'est vrai que ça rend la lecture un petit peu aride, parce qu'on ne connaît pas forcément très bien ces 213 auteurs. Bon, mais c'est vous dire cette notion vraiment d'exigence et de rigueur. Et quand il s'interroge sur un concept, il va chercher tous ceux qui en ont parlé. Donc c'est un peu aussi un livre d'histoire de la philosophie sur le temps et philosophie politique. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que même si c'est aride et c'est pas toujours simple à lire, ce sont quand même des thèmes qui nous concernent vraiment tous dans notre vie quotidienne. La mémoire, qu'on perd plus ou moins, non, je blague. La mémoire, l'histoire, l'oubli, c'est-à-dire tout ce qui va traiter au niveau politique, au niveau social, au niveau collectif, la mémoire collective, l'histoire collective d'un peuple, d'une nation, d'un village, hein, c'est aussi sont des réflexions sur sa propre mémoire, sa propre histoire et ses propres oublis. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une clé individuelle aussi qui est tout à fait passionnante, même si ce n'est pas celle qui va mettre en avant. Mais, et vous verrez que dans l'histoire aussi collective, là, cette fois, on peut penser à plein d'exemples très concrets, et vraiment ça a le mérite de nous faire réfléchir sur, comme il dit parfois, pourquoi trop de mémoire là, pas assez de mémoire ailleurs. Peut-être on se rappelle de trop de choses dans certains domaines, de pas assez dans d'autres. Pourquoi ces oublis? Et c'est pour ça qu'il va s'intéresser à la psychanalyse, parce que pour lui, c'est aussi une méthode, une discipline qui permet de faire surgir de l'oubli un certain nombre de faits qu'on a occultés, évacués. Alors, quelques questions qu'il va poser. D'abord, concernant la mémoire. On a souvent une structure ternaire chez Ricoeur. Ternaire. Comme la valse, à 3 temps. Donc, la mémoire, l'histoire, l'oubli, c'est un des exemples, et on en verra bien d'autres. La mémoire. Quelques questions restées sans réponse dans les autres ouvrages. Où est l'image mémoire quand nous n'y pensons plus? Quand on a dans la mémoire
soit qui nous reviennent, soit qu'on a constamment, ou qu'on va chercher des images. Où sont-elles? D'où viennent-elles? Comment est-ce que je retrouve une image du passé? Comment peut-elle être dans le passé et réapparaître dans le présent? C'est-à-dire, le mécanisme, il va s'intéresser au mécanisme de la mémoire, d'un point de vue philosophique, hein, pas biologique, pour savoir où c'est dans le cerveau, etc. Non, mais quels sont les philosophes qui se sont intéressés à cela et qu'ont-ils dit? L'oubli. Pourquoi certaines images ou certains souvenirs s'évanouissent-ils et pas d'autres? Où vont-ils? Dans l'inconscient. Bon, mais c'est vague. D'où surgissent ces souvenirs quand ils sont débloqués par la psychanalyse, par exemple? Ça, c'est sur le phénomène d'oubli. L'histoire. Quelles sont les différences entre l'histoire et la fiction? Ça, c'est quelque chose, moi, qui parfois me dérange quand on lit c'est très à la mode, les romans historiques, qui sont des romans, certes, donc fictionnels, mais à la fin, on ne sait plus ce qui relève de la fiction, ce qui relève de l'histoire. Donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est divertissant et ça permet d'apprendre des choses. Mais c'est pas toujours, la frontière n'est pas toujours très claire. Et les travaux d'historiens, il ne faut pas non plus se leurrer, ne sont pas toujours non plus objectifs. Ils ne relatent pas que des faits, ils relatent la manière dont ils les voient. À travers leur propre filtre et leur représentation. Donc, il va se poser la question, les différences entre l'histoire et la fiction, un livre d'histoire et un roman. Comment les historiens établissent-ils la vérité de leurs affirmations? Sur quoi se basent-ils? Sur quoi se basent les historiens pour écrire leur récit historique? L'histoire a-t-elle une vérité objective ou y a-t-il toujours plusieurs points de vue sur tout événement? Pour vous imaginer quel va être un élément de réponse, c'est qu'évidemment, il y a toujours plusieurs points de vue et qu'on n'a jamais non plus, c'est l'inachèvement. On n'a jamais fini d'interpréter des éléments historiques. Donc il va souvent chercher un juste milieu entre deux pôles qui semblent contradictoires ou incompatibles. C'est pour ça qu'il y a ce rythme ternaire. Deux éléments qui semblent s'opposer ou qui semblent contradictoires, et il va essayer de chercher le juste milieu. C'est pour ça qu'on pourrait penser que l'histoire qui est au milieu, c'est entre la mémoire et l'oubli. Bon, en fait, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, que c'est plus complexe que ça, mais c'est une manière aussi, quand même, de concevoir l'histoire. Et c'est vraiment des choses qui seraient intéressantes à étudier au lycée en cours d'histoire. Géographie. Alors, sa démarche, il l'explique dans le début de son ouvrage, dans l'avertissement. Il y a un avertissement, et c'est là où il explique sa méthode. Et il écrit: l'ouvrage comporte 3 parties, nettement délimitées par leur thème et leur méthode. La première, consacrée à la mémoire et au phénomène mnémonique, tout ce qui a trait à la mémoire, est placée sous l'égide de la phénoménologie au sens husserlien du terme. Bon, donc, ça veut dire qu'il va étudier la mémoire du point de vue phénoménologique, c'est-à-dire du point de vue des phénomènes concrets que l'on peut rencontrer, tant au niveau individuel que collectif, par rapport à la mémoire. Avec, au sens husserlien du terme, ça veut dire en décrivant le plus précisément possible ce mécanisme de la mémoire.
La deuxième, dédiée à l'histoire, hein, donc mémoire, histoire, oubli. La deuxième, dédiée à l'histoire, relève d'une épistémologie des sciences historiques. Donc là, c'est une autre méthode, c'est la méthode épistémologique, ça veut dire une analyse critique. Et c'est notamment dans cette deuxième partie qu'il va faire plein de digressions ou d'apports sur des historiens, les méthodes d'analyse historique. Vous savez, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs courants. En France, il y a des écoles très, très réputées, hein, avec Nora, voilà, qui est un peu révolutionné. Celui qui a écrit sur la Méditerranée, Fernand Braudel. Enfin, bon. Donc, vous voyez, la première partie sur la mémoire, c'est phénoménologique. Deuxième partie sur l'histoire, c'est critique, c'est épistémologique. La troisième, culminant dans une méditation sur l'oubli, donc ça fait référence à l'épilogue du livre, à la fin du livre sur l'oubli, où il y a de très très belles pages sur, j'y reviendrai, sur l'amnistie, l'amnésie, le pardon, où là on voit bien son côté humaniste, sa préoccupation éthique pour être le plus juste possible, hein, par rapport aux atrocités de l'histoire. Donc la troisième, culminant dans une méditation sur l'oubli, s'encadre dans une herméneutique de la condition historique des humains que nous sommes. Donc là, c'est herméneutique, c'est-à-dire interprétatif. Voilà. Avec ça, vous avez un peu l'image de Ricoeur. Phénoménologue, épistémologue, hein, une analyse critique des sciences, hein, historiques, et herméneutique, c'est-à-dire qu'il va falloir interpréter pour culminer dans la notion de pardon. Chacune de ces trois parties se déroule selon un parcours orienté qui se trouve assumer chaque fois un rythme ternaire. Donc chaque partie va être subdivisée autour de grands concepts qui vont fonctionner en trois, ce qui permet de bien se les rappeler. Alors simplement, je vais vous lire pour l'anecdote, hein, la fin de l'avertissement. Il remercie, blablabla, François Doss, Thérèse Duflot, très bien. Et enfin, Emmanuel Macron, à qui je dois une critique pertinente de l'écriture et la mise en forme de l'appareil critique de cet ouvrage. C'est-à-dire que lui, il va participer à la rédaction d'un certain nombre de notes et il va engager un dialogue, hein, avec Ricoeur sur cette note. Donc vous voyez, c'était pas faux. Hein, voilà. De là à dire que la politique menée par le président est d'inspiration ricoeurienne, il y a un grand pas, parce que vous verrez qu'il y a vraiment un fossé entre les concepts qu'il va expliquer et la mise en pratique, hein, politique de cela. Par contre, la notion, en novembre, le concept même d'itinérance mémorielle, hein, vous vous rappelez, par rapport au centenaire de la guerre de 14-18, cette itinérance mémorielle, évidemment, c'est un concept inspiré de Ricoeur. D'abord parce que l'adjectif mémoriel, il y a peu qui l'emploie, lui oui, et cette idée d'itinérance. Hein, ça lui a été reproché, on a dit oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc intello, on aurait dû dire ça, la mémoire, enfin des choses plus simples. Itinérance mémorielle, c'est un concept ricoeurien. C'est sûr. C'est très beau. C'est très beau comme. Voilà, ça reste ouvert, donc c'est pour ça que inachèvement. Oui, c'est parce que c'est des mots, itinérance. Hein, on parle d'itinéraire, on parle de chemin, de cheminement, mais le concept d'itinérance, c'est un peu un concept
créé par Ricoeur, et mémoriel aussi. Ça renvoie à ce les causes de la guerre qui permettraient de s'en prémunir. Voilà, si, oh là là, on va voir. Non, pas Ricoeur, je parle de Macron. Ah oui, non, mais là je parle simplement, bon, c'est pour vous donner un exemple d'un concept de Ricoeur qui l'a repris. Donc, phénoménologie, épistémologie, herméneutique. Là, ça permet de se familiariser avec les concepts. Le rôle exact de Macron dans ce livre, donc, c'est d'avoir aidé, d'abord de lui avoir donné son avis sur le livre, sur son écriture, sur le style. Peut-être que Ricoeur a corrigé certaines choses, et d'avoir participé activement à la rédaction des notes. Et il y a 213 auteurs. Donc il fallait bien quelqu'un pour aller chercher les ouvrages, les citations, les extraits, donc un vrai travail de recherche, de recherche philosophique. Voilà, donc c'est un ouvrage, on peut dire, constitué d'une phénoménologie de la mémoire, une épistémologie de l'histoire et d'une herméneutique de l'oubli, qui se termine par un épilogue sur le pardon. Voilà. Donc, ça permet de briller dans les salons, dire oui, une phénoménologie de la mémoire, épistémologie de l'histoire, herméneutique de l'oubli, oui. Bon, plus sérieusement, on va faire ça très scolairement. On va étudier la mémoire, on va étudier ce qu'il écrit sur l'histoire, et puis sur l'oubli. Et on verra l'apothéose. La mémoire. Alors, son investigation sur la mémoire part des questions suivantes. De quoi fait-on mémoire? De quoi se rappelle-t-on? De quoi fait-on mémoire? Et de qui ces mémoires sont-elles? Elle dit pourquoi il y a des choses qui restent gravées dans la mémoire, et puis d'autres non, où ça va, d'où ça vient, etc. Et donc, il va aller chercher les philosophes qui en ont parlé, et d'abord Platon. Il dit, pour Platon, le problème de l'eikon, de l'image, eikon, E-I-K-O-N en grec, eikon, qui veut dire image. Il dit, Platon s'est penché sur ce problème de l'eikon, de l'image, eikon qui va donner icône. Platon explique que cette image commence comme une empreinte dans un morceau de cire. Mais où est la cire? Où est cette cire? Comment en retirons-nous l'image? Et de plus, et ça c'est un vrai sujet, c'est vrai platonicien, comment distinguons-nous l'image vraie de l'image fausse, de ce que Platon appelle le fantasma, ou le simulacre? Ça c'est bon, on ne va pas développer, mais chez Platon, il y a une vraie réflexion sur la différence entre l'image, qui est un reflet direct ou une empreinte directe, et puis le fantasme ou le simulacre. C'est pour ça que parfois, il a la dent un peu dure vis-à-vis des artistes, des poètes, on va dire, ou des peintres, tout ça, parce que pour lui, ils sont souvent plus dans le simulacre ou le fantasme que dans l'image. Disons, où ils sont dans l'image de l'image de l'image de l'image, au lieu d'être dans l'image. Bon. Donc, Ricoeur va chercher dans Platon qu'est-ce qui a trait à cette image, qui est une sorte d'empreinte, de trace. Et il va dire que cette idée de trace est l'une des liaisons capitales entre la mémoire et l'histoire. Parce que l'histoire ne va pas tout se rappeler. Elle va faire une sélection.
d'un certain nombre de choses qui vont faire une empreinte, une trace. Alors, dit, bon, mais Platon, il n'est pas allé assez loin. Dit, ce qui manque dans ses réflexions, c'est une analyse approfondie du rapport entre l'image et la temporalité. C'est-à-dire, comment le temps agit sur l'image. Et c'est vrai que Platon parle du principe, mais pas du mouvement. Alors, il va ensuite parler d'Aristote. Il dit, Aristote, lui, il va compléter, il va aller plus loin que Platon, puisqu'il va attirer l'attention sur l'aspect temporel des phénomènes de la mémoire. C'est-à-dire que dans la mémoire, dans ces traces ou ces empreintes, il y a quand même une chronologie. C'est-à-dire qu'il y a un avant, il y a un passé, il y a un présent, et il y a un passé et un présent. Et il y a un ordre dans les souvenirs. Ça, il rend hommage à Aristote pour avoir parlé de cela, une mémoire chronologique. Et il dit aussi, Aristote a eu le mérite d'ajouter la distinction entre le souvenir qui surgit à l'improviste et l'effort de ce souvenir. C'est différent. Quelque chose qui fait surgir un souvenir à l'improviste ou l'effort de ce souvenir. Malheureusement, ni Platon ni Aristote n'ont su résoudre les apories de la mémoire. C'est vrai. C'est vrai. Sur plein de sujets, on est en pleine aporie, c'est-à-dire une impasse ou une réflexion qui reste ouverte. Et il ne faut surtout pas penser que Platon, Aristote ou même aucun des philosophes antiques n'ait voulu faire un système fini, clos, dogmatique. Non, tout ça reste... c'est pour ça qu'on va pouvoir continuer à faire de la philo pendant des millénaires. Parce qu'il y a toujours des choses qui posent question et que l'on peut re-questionner. Donc, c'est un exemple. Qu'a dit Platon sur le sujet? Qu'a dit Aristote? Qu'est-ce qu'il a apporté de plus? Et ce qui reste encore à réfléchir. Donc, il continue sa phénoménologie de la mémoire en nous mettant en garde contre la tentation de commencer cette étude phénoménologique par les ratés, les erreurs, les dysfonctionnements de la mémoire, sur lesquels il va venir après. Mais d'abord, il y a tout un volet sur la phénoménologie de la mémoire heureuse, quelque part, de la bonne mémoire. Il dit ce qui justifie en dernier ressort ce parti pris pour la bonne mémoire, c'est la conviction selon laquelle nous n'avons pas d'autres ressources concernant la référence au passé que la mémoire elle-même. Voilà. Donc, en dernière instance, c'est le témoignage qui justifie la vraie mémoire face à la fausse mémoire. Le témoignage va être la transition fondamentale entre la mémoire et l'histoire. Bon, là, il anticipe sur le deuxième sujet, mais il va dire qu'il y a plein d'exemples de mémoire réussie, avant de parler des problèmes, des dysfonctionnements de la mémoire. La mémoire réussie, par exemple, la mémorisation d'un poème, la mémorisation de règles de grammaire, la mémorisation d'une langue étrangère, et il va faire référence à tout cet art de mémoire qui permet de mémoriser correctement, de manière satisfaisante, ce qu'on veut mémoriser. Donc, là, il y a tout un développement, je passe parce que c'est assez long, sur les bons exemples, puisque la phénoménologie, c'est des exemples concrets de bonne mémoire, de mémoire réussie, avant de parler des problèmes. Et il y en a. Ce qu'il va appeler les dysfonctionnements ou les abus de la mémoire. Et c'est là où on va trouver la structure ternaire. C'est intéressant. Les abus de la mémoire, ou les problèmes
abus, disons, les dysfonctionnements de la mémoire. Ils sont au nombre de 3. Alors il faut bien les mémoriser, parce que c'est les mêmes concepts qu'on va trouver en miroir avec l'oubli. Parce que les problèmes de mémoire qu'on va avoir, ce seront des problèmes aussi d'oubli. Oui. Hein? On est d'accord? Vous allez voir, ça va finir par être simple, Ricoeur. Alors, le premier problème, la mémoire empêchée. La mémoire empêchée. Qu'est-ce que c'est que la mémoire empêchée? Ça nous rappelle toutes les formes d'une mémoire blessée ou malade. Alors c'est là où vraiment on peut voir en parallèle l'application individuelle de ça. Parce qu'on peut dire, on a tous des mémoires Qui flanche. qui flanchent, bon ben ça c'est encore autre chose. Mais des mémoires blessées ou malades, traumatiques. Hein? Voilà. Et au niveau des peuples, au niveau collectif, idem. Donc là, il y a vraiment des pistes de réflexion très très intéressantes et qui nous plongent dans plein de thématiques tout à fait actuelles. Hein? Donc, mémoire empêchée, mémoire blessée ou malade. La psychanalyse permet au niveau individuel, parfois, de restaurer cette mémoire perdue ou bloquée. Mais, donc ça c'est au niveau individuel, mais la mémoire collective souffre des mêmes maladies et des problèmes semblables se posent au niveau social, sans qu'il y ait, pour le côté collectif, l'équivalent de la psychanalyse au niveau individuel. Et donc, au niveau collectif, des traumas, des traumatismes, des mémoires amputées, bloquées, blessées, on en trouve partout. Hein, parce que c'est le fait quand même aussi d'être incarné. Pour le collectif, il peut y avoir des actes de contrition. Alors, oh là là, là 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 là. Alors, là, c'est la fin. Donc, il faut se coltiner toutes les confrontations, les 213 philosophes qui ont pensé avant nous, hein, et on pourra peut-être réfléchir. Je blague, mais il y arrive à la fin. Donc, il écrit plus précisément ce qui dans l'expérience historique fait figure de paradoxe, c'est à savoir trop de mémoire ici, pas assez de mémoire là. Se laisse réinterpréter sous les catégories de la résistance, c'est-à-dire on va résister à se rappeler un certain nombre de choses, hein, il y a des blocages, il y a des résistances, de la compulsion de répétition, c'est-à-dire on va vouloir répéter toujours les mêmes éléments mémoriels, au détriment peut-être d'autres qui seraient tout aussi intéressants, et finalement se trouve soumis à l'épreuve du difficile travail de remémoration. On le voit dans tous les pays, tous les peuples. Nous, en France, il suffit... Enfin bon, on sait très bien, hein, il y a des traumatismes, la guerre d'Algérie, la dernière guerre, la collaboration, le pétainisme. On aborde ce sujet, c'est émotionnel. Ça veut dire que le travail de psychanalyse n'a pas été fait, en tout cas pas suffisamment. Pas suffisamment. La transition de la mémoire individuelle à la mémoire collective est l'une des liaisons entre la mémoire et l'histoire. Si l'histoire est une forme de la mémoire collective, elle est sujette aux mêmes abus que la mémoire individuelle. Donc vous voyez que l'histoire va aussi, quelque part, s'écrire et se fonder sur tous ces problèmes de mémoire. Donc ça, c'est la première mémoire. Mémoire blessée, malade, empêchée, bon, ça nous parle. Hein.
La deuxième forme de l'abus de la mémoire, c'est la mémoire manipulée. La mémoire manipulée. Alors ça, c'est autre chose, même si ça peut provoquer des blessures et des traumatismes. Mais la mémoire manipulée, ici, il parle de l'idéologie comme espèce de mémoire manipulée. Voilà. Donc, il y a un filtre, oui, un regard idéologique qui fait qu'on va sélectionner des choses plutôt que d'autres. Est-ce que ça s'assimile à la négation? Ça peut, bien sûr, bien sûr. Bon, Ricoeur a connu les camps, il est en plein dans les problèmes du XXe siècle. Hein, donc, les pensées totalitaires, etc. Ça nous fait penser à Orwell, hein, vous vous rappelez, 84, où le héros, tous les jours, écrit des dépêches, détruit les autres, écrit de nouvelles dépêches pour réécrire l'histoire, en fonction d'une idéologie, hein, qu'il faut transmettre. Donc, la mémoire idéologique comme espèce de mémoire manipulée. L'idéologie est avant tout un effort de légitimation d'un gouvernement ou d'un pouvoir fondé sur un événement originel, des documents fondateurs et des mémoires communes. C'est à travers les narrations que l'identité d'un pays, d'un peuple ou d'un individu se construit. Et il écrit, c'est plus précisément la fonction sélective du récit qui offre à la manipulation l'occasion et les moyens d'une stratégie rusée qui consiste d'emblée en une stratégie de l'oubli autant que de la remémoration. Bon, c'est un peu compliqué comme type de phrase, mais chaque mot est vraiment pesé. Hein. Donc, voilà. Et c'est là où ils vont se retrouver, évidemment, avec Hannah Arendt, hein, pour comprendre le processus de massification, le processus d'idéologisation des masses. Et comment, à la fin, on ne se rappelle que de ce qu'on a bien voulu nous inculquer et répéter aussi, d'où l'importance du mythe fondateur, mais aussi de toutes les répétitions, les cérémonies qui permettent d'ancrer. Hein, vous vous rappelez, dans 84, obligatoire de regarder les écrans de télévision qui nous rappellent tout le temps l'idéologie. Donc ça, c'est évidemment très très important. Troisième forme de l'abus, c'est la mémoire qu'il appelle abusivement commandée. C'est encore un autre aspect. Vous voyez, ça c'est l'approche, comme il dit, phénoménologique à la Husserl, enfin, au sens husserlien du terme. C'est-à-dire qu'il y a des nuances. Parce qu'on pourrait dire, bon, tout ça c'est la mémoire blessée, quoi, hein, ou empêchée, ou traumatisée. Non. On spécifie les cas de figure différents. Et donc la mémoire commandée, abusivement commandée, c'est ce qui se passe quand les histoires officielles sont récitées, par exemple par des écoliers. Donc on les oblige, hein, à répéter, ou quand des hymnes nationaux sont chantés, par exemple avant des compétitions sportives. C'est-à-dire que lui, il ne voit pas trop l'intérêt avant des compétitions sportives, hein, avant de se taper dessus, de chanter les hymnes. Bon, à réfléchir. Des hymnes nationaux chantés avant les compétitions sportives ou lors de commémorations officielles comme les défilés de fêtes nationales. Enfin, il y a plein d'occasions qui sont créées pour obliger cette répétition et que du coup il y ait un effet important sur la mémoire. Donc, il faut faire attention, c'est pas du tout qu'il est contre les hymnes, les récits fondateurs et tout ça, mais à utiliser avec beaucoup de, comme il dit, de raison, à bon escient. Parce que peut-être parfois,
ça l'est pas. Enfin, je pense à aussi certaines manifestations sportives qui peuvent dégénérer dans des comportements exclusifs, nationalistes. Et là, on peut se demander l'intérêt d'appuyer là-dessus. Bon. Donc, la mémoire abusivement commandée. Alors, vous voyez donc c'est les 3 types de mémoire et qu'on va retrouver dans la 3e partie avec les 3 types d'oubli. Parce qu'on va avoir aussi l'oubli pathologique, l'oubli idéologique et l'oubli de tout ce qui n'est pas commandé. Avec les systèmes totalitaires du XXe siècle, il a plein d'exemples. Alors, il continue sur la mémoire, c'est pas fini. C'est pas fini. Il va s'interroger sur le rapport entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Alors, là, il y a un élément intéressant aussi à sortir, c'est que, bon, il va étudier plein de gens qui ont parlé de la mémoire. Il dit, pour se souvenir, on a besoin d'autrui. C'est-à-dire, ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a pas de transfert simple, de transfert analogique entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Il y a une médiation indispensable entre mémoire individuelle et mémoire collective. Ça, c'est très intéressant par rapport au courant actuel de l'histoire, notamment en France, avec ce qu'on appelle la micro-histoire. Vous savez, ces historiens qui vont plus simplement s'intéresser aux grandes batailles, aux grandes guerres, les mouvements de troupes et tout ça, les campagnes napoléoniennes. Mais qu'est-ce qui se passe dans le village de 50 habitants? Comment cet événement est vécu par le boulanger, par le charretier, par le rémouleur? C'est ça la micro-histoire. Et il y a une floraison aujourd'hui d'ouvrages historiques extrêmement sérieux, parce qu'il faut aller voir les archives, il faut avoir des témoignages. Enfin, Mais, et ça a parfois été méprisé par certains historiens en disant que ça, c'est pas de l'histoire. Mais c'est de l'histoire. Et je pense que quelque part, quand on a parlé justement de la guerre de 14-18 en disant, bon, évidemment, c'est les tranchées, c'est les grandes problématiques, mais c'est aussi le poilu. C'est-à-dire, c'est ce qu'a vécu le poilu, chacun des poilus dans les tranchées, et pas la généralisation. On est dans cette problématique que c'est pas simplement voilà, on va dire, la mémoire individuelle fonctionne comme ça, donc la mémoire collective va fonctionner pareil. Non, il y a besoin d'une médiation, on a besoin d'autrui. Et donc, tout souvenir, dit-il, se trouve mêlé au témoignage des autres, et c'est pour ça qu'il y a des souvenirs communs. Et la réponse à quelle médiation entre mémoire individuelle et mémoire collective, ce sont les proches et surtout la famille qui joue ce rôle d'intermédiaire. Les proches, ces gens qui comptent pour nous et pour qui nous comptons, sont situés sur une gamme de variations des distances dans le rapport entre le soi et les autres. C'est-à-dire, justement, dans ces récits de micro-histoire, c'est l'histoire de l'individu, mais de la famille, des proches, et c'est ça qui va donner la fabrication de souvenirs communs. Ah, mais on a vécu la même chose parce qu'on était dans le même village, la même classe à l'école. C'est ça qui va donner à la mémoire collective. Et donc, vous voyez, c'est toujours son souci ternaire
de médiation. Il y a la mémoire individuelle, il y a la mémoire collective, il faut un tiers, un troisième élément qui fait le lien, sinon on passe à côté. Et il dit, ce n'est donc pas avec la seule hypothèse de la polarité entre mémoire individuelle et mémoire collective qu'il faut entrer dans le champ de l'histoire, mais avec celle d'une triple attribution de la mémoire, à soi, aux proches, aux autres. Donc en fait, c'est un peu comme des éléments ou des cercles concentriques. Hein. La mémoire, c'est d'abord ce dont on se rappelle soi, dont on se rappelle avec les proches, hein, de ce qui a été vécu avec les proches, et les autres. Alors là, c'est plus vaste. Mais il faut ces trois éléments pour passer de la mémoire individuelle à la mémoire collective. S'il n'y a pas ces trois éléments, il y a quelque chose qui va manquer. Et on va avoir une vue de la mémoire collective tronquée. Vous voyez ? C'est intéressant. Parce que, enfin, moi, j'ai parmi mes relations des historiens comme ça qui s'intéressent à la micro-histoire. Un grand historien marseillais, Philippe Joutard, oui. Qui a fait une thèse sur les cas bizarres, oui. 2 siècles après l'épisode, uniquement par enquête orale, c'est-à-dire par mémoire rapportée. C'est ça. C'est ça. Et donc, ça, c'est ce qu'il va traiter dans l'histoire, c'est-à-dire, bon, c'est quoi être historien ? C'est de quoi sont constituées les archives, les témoignages, tout ça. Et il accorde beaucoup d'importance, ça c'est son côté phénoménologue, au témoignage. C'est-à-dire, voilà. Alors, c'est exigeant parce qu'il faut aller sur le terrain, ça ne peut pas se faire de son bureau. Il faut aller sur le terrain, faire des enquêtes, aller dans les états civils, les archives, et aller interroger les survivants ou les gens qui ont vécu tel événement. Et c'est subjectif, ni plus ni moins, je dirais peut-être même moins, que les grands scénarios historiques qu'on nous apprend, avec Vercingétorix, avec Jules César, Jeanne d'Arc, qui sont aussi des fabrications. Dont on a peut-être besoin, hein. Si ça a été mythologisé, c'est qu'il y avait un besoin. Mais par exemple, le héros Vercingétorix, c'est une fabrication, vraiment, on le sait aujourd'hui, du héros glorieux, vaincu par le Romain. C'est caricatural. Et donc après, on va construire hein, le fait qu'il ait jeté les armes. Tout un ensemble de scénarios dont on ne sait absolument pas si ça s'est passé comme ça, mais dont à un moment donné l'âme de la France a eu besoin. Voilà, parce qu'on se met à la place de ce beau Vercingétorix vaincu par le méchant Jules César. Et ça fait passer dans l'oubli les extraordinaires qualités de ce Jules César. Mais oui, parce que c'était quand même un grand homme. Oui, disons, c'est ça qui permet, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de querelles qui sont quand même au ras des pâquerettes, tout ça est très passionnel. Ah, il faut plus parler de Napoléon, les campagnes napoléoniennes, parce que tous ces grands héros, tous ces grands personnages historiques, bien entendu, ils sont faits d'ombre et de lumière. Bon, et ils ont dû prendre des décisions, probablement, il y en aurait eu des meilleures. Évidemment, c'est toujours facile hein, de juger a posteriori, tranquille, quand on n'est pas soumis aux anges. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment les mettre aux oubliettes ? Non, il faut faire tout un travail, et là, Ricoeur, il nous montre un peu la voie du travail qui serait, l'immense chantier qui serait à faire pour être plus apaisé. Hein, parce que ça, on le verra dans l'histoire et l'oubli, tous ces pays, encore actuellement, qui ont des politiques de réconciliation nationale. On sait à quel point c'est difficile.
c'est difficile. La Colombie avec les FARC, l'Algérie, l'Afrique du Sud. Comment fait-on? La libération, les règlements de compte, etc. Et là, il va vraiment pas donner des recettes, hein, mais des réflexions qui permettent de réfléchir. Parce que lui est fondamentalement pour une mémoire apaisée, une mémoire heureuse, comme dirait Est-ce que pas la l'autre. réhabilitation de Macron, de ce mathématicien qui a été assassiné par l'armée, est-ce que ça ferait partie de ça? Oui, oui, ça fait partie du fait que dans la phénoménologie, il faut tenir compte de tous les événements, de tous les phénomènes. On ne peut pas dire « Ah, mais ça, on le met sous le tapis, c'est pas important, parce que... voilà. » Non, on l'intègre. Et s'il y a... Il est un exemple vraiment magnifique de ne rien fuir, de tout affronter, de se confronter à toute difficulté. Il y a une difficulté magnifique, on l'affronte. Mais ça veut dire une grande maturité affective, mentale, pour sortir du règlement de compte, de la vengeance, de l'engrenage, la peur, etc. Alors c'est individuel et collectif. Ça va? Il y avait André qui a une crampe parce que... Je dis que, de manière consciente, il y a une certaine manipulation de l'opinion au sujet des mémoires mémorielles, des racines mémorielles. C'est-à-dire actuellement, il y a un conflit entre le sens national et le fédéralisme européen. Et j'en veux pour preuve, dans mon village, là, qui est aux alentours du Vercors, dans ma rue, c'était la rue Daniel X, fusillé par la Gestapo le 4 juillet 1944. Eh bien, ils ont changé la plaque et il ne reste plus que Daniel X. Et ça, c'est des manipulations d'opinion, pas vers un apaisement, mais vers une idéologie fédéraliste européenne. Voilà. Oui, enfin... Il y a un conflit national et Europe, fédéralisme européen, et là, c'est un abus mémoriel. Là, on touche sur la mémoire. Ça gênait en quoi? C'était un martyr, c'était un pogrom, il s'est fait fusiller. Pourquoi on veut le faire disparaître? Oui. Ça prouve qu'on est au cœur des problématiques. Ils sont des directives, la mairie et tout. Vous n'avez qu'à voir les manuels scolaires, c'est très très intéressant. Parce que là, c'est le témoignage des directives officielles, etc. Actuellement, sont responsables. Les médias, ils surfent sur la vague. Ce qu'on voit, c'est que tout ça est très passionnel. Parce que ça touche à l'intime. Ça touche à l'intime. Ça touche à l'intime, oui, à du vécu, et individuel et collectif, avec les proches. Donc c'est vraiment passionnant. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment des pistes de réflexion tout à fait intéressantes, parce qu'on est tous, sauf dans un monde apaisé de ce point de vue. Bon, on fait une petite pause. Nous abordons la deuxième partie, l'histoire. Bon, évidemment, ça sera en lien avec ce qu'on vient de voir, mais donc là c'est l'épistémologie des sciences historiques. Donc bon. 3 parties. Là, pour faire une dissertation du bac de philo, c'est magnifique. 3 parties. L'archive, c'est une partie. Deuxième partie, l'explication-compréhension. C'est l'explication-compréhension, hein, l'explication qui permet de comprendre.
deuxième partie. Et enfin, donc archives, explication, compréhension. Et troisième partie, la représentation. C'est-à-dire comment on va transformer ça en récit. C'est ce qu'il appelle l'opération historiographique. Et ces trois parties sont liées de la façon suivante. Il l'explique. Toi, c'est là, Marie-Paul, un peu là. Tu peux pas lire ça de manière légère, rapide. Il faut vraiment peser chaque mot. Nul ne consulte une archive sans projet d'explication, sans hypothèse de compréhension. Et c'est même pas le fait de consulter, c'est quand on constitue une archive. Il y a une idée derrière. Oui. Et nul ne s'emploie à expliquer un cours d'événements sans recourir à une mise en forme littéraire, expresse, de caractère narratif, rhétorique ou imaginatif. Tout ça pour expliquer comment ces trois sujets sont liés entre eux. Archives, explication, compréhension, et ensuite fabrication d'un récit historiographique, d'une narration. Un mythe, un poème, une épopée, bon. Un film, avec un support. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie 1, 2, 3. Donc, l'archive. Parce que ça semble ça. Oui, l'archive. Non. Qu'est-ce que c'est qu'une archive? Et là, il va revenir à Platon. Parce que le problème de l'archive, c'est que ça pose le problème de l'écriture. Ça, c'est un sujet passionnant, parce qu'on sait que beaucoup de civilisations très 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 archaïques ont fonctionné pendant des siècles, voire des millénaires, avec l'oralité. Et les mythes fondateurs, et les récits fondateurs, et tout ça était transmis. Et vous savez que Platon était très 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 sceptique sur l'utilité et le rôle positif de l'écriture. Parce qu'il disait autant, quand on est dans l'oralité, on peut former ou sélectionner la personne à qui on transmet et s'assurer des bonnes conditions de transmission. Avec l'écrit, comme il disait, les pages tombent dans n'importe quel... Donc c'est tout le problème qui pose Ricoeur de l'écriture. L'écriture dans l'archive. L'écriture. Et donc il pose toute une discussion à partir du fameux pharmacone de Platon. Vous savez, le médicament, le pharmacone, la pharmacie de Platon, qui est à la fois un médicament qui soigne, mais aussi un poison. Parce que pharmacone, c'est poison. Il n'est pas là, Pierre, hein, mais lui qui était pharmacien, il nous a tous empoisonnés. Et guéri en même temps. Vous voyez, ce en même temps. Ah, ça y est. Oui, non, mais ça vient pas de nulle part. Il y a toujours l'ambivalence. Donc, guérir, empoisonner, c'est contradictoire, non? Le pharmacone, il fait les deux. Ça dépend des doses. Et donc, il renvoie à Platon, qui disait déjà, l'écriture est-elle un remède ou un poison pour la mémoire? Et c'est sûr que quand on pense aux générations de brahmanes qui apprenaient les Védas par cœur, hein, à avec la virgule, avec le ton, etc., que c'était transmis parfaitement, et qu'ensuite, avec l'écrit, faut pas exagérer, aussi, il y avait une exigence, mais dont on n'a pas idée aujourd'hui, de mémorisation, au mot près, parce que les textes sacrés, c'est au mot près. Tout ça est perdu aujourd'hui, grâce
à M. Gutenberg. Mais grâce ou à cause? Et aujourd'hui, on est dans la troisième révolution numérique, on peut encore se poser d'autres questions, mais que Platon ne s'était pas posé encore. Excusez-moi, mais l'oralité permettait aussi de manipuler et de galvauder des propos. L'oralité, ça se transforme. Plutôt qu'un texte écrit qui est figé, l'oralité. Figé, un texte écrit, on peut les découper, on peut en sortir des mots, des phrases, leur faire dire ce qu'on veut. L'oralité aussi, c'est pour ça. Bien sûr, c'est pour ça que dans un certain cas où il fallait transmettre des mythes, des textes sacrés, etc., il y avait une exigence, mais vraiment inimaginable, pour pouvoir transmettre au mot près, je dirais, l'intonation en sanskrit, par exemple, près. Parce que soi-même, on n'était qu'un canal. Même les griots en Afrique, ils racontent c'est toujours à l'identique. Alors après, il n'y a pas d'assurance qu'il n'y ait pas modification, détournement, etc. Mais avec l'écrit, c'est pareil. Et alors aujourd'hui, où on peut faire des photos, des montages, alors là, c'est vertigineux aujourd'hui ce qu'on peut faire. Vertigineux. Bon, alors, attends, les tribus berbères, on verra peut-être après, je continue. Qui dit que c'est que le mensonge est arrivé par la création des mots. Enfin, c'est pas... Il dit ça? Oh, c'était bien. Donc, ça, c'est même avant l'écriture, alors? Oui. Bon, alors tout va bien. Alors l'archive, parce que c'est un peu compliqué. L'origine de l'archive, on va dire, c'est le témoignage. Donc l'archive, c'est quelque chose d'écrit, pose le problème de l'écriture, mais l'origine, c'est le témoignage. Avec le témoignage, s'ouvre un procès épistémologique qui part de la mémoire déclarée, passe par l'archive et les documents, et s'achève sur la preuve documentaire. Alors, l'archive et les tribunaux doivent tous les deux confronter la question de la confiance et du soupçon. Comment peut-on vérifier le témoignage historique? Ça, c'est très intéressant. Ça me fait penser, par exemple, à ce qu'on trouve dans l'islam, où on va toujours rechercher les chaînes de transmission. Après, on peut en inventer, hein, mais on va chercher ceux qui ont été les compagnons du prophète, pour savoir exactement comment se comportait le prophète. Et on remonte. Et si on arrive à reconstituer une chaîne de transmission qui semble crédible, alors on peut accorder foi à ce que dit le dernier de la chaîne. Mais il faut une chaîne ininterrompue, et il faut surtout être sûr de la qualité des maillons de la chaîne. On retombe toujours là-dessus. Hein. Mais ça, en islam, c'est très très important, la chaîne de transmission, pour pouvoir remonter jusqu'au... Et bien sûr, on fabrique des chaînes. Dire, là, oui, celui qui a dit ça a connu le prophète. Mais c'est pour toutes les religions pareil. Hein. Je cite l'islam parce que c'est très important pour l'islam. Mais voilà. Qui a connu le Bouddha? Les disciples du Bouddha, qui n'écrivaient rien. Et que le Bouddha un jour a houspillé en disant peut-être vous pourriez quand même écrire 2-3 choses de ce que je raconte. Jésus, pareil, il n'a rien écrit. Donc, les évangiles, les fameux évangiles canoniques, paroles d'évangile, oui, bon. C'est pas si sûr que ça que Jésus n'ait pas écrit. Il paraît que ça a été brûlé. Alors, s'il paraît, c'est que... Bon, donc, c'est le même cas avec la mémoire qui dépend de la fidélité du témoin et est sujette à la corroboration des autres. On sait très bien qu'il y a un accident, on a 15 versions différentes. Le témoin fiable est celui qui peut maintenir dans le temps son témoignage. Il faut pouvoir aussi le suivre, le bonhomme, le témoin.
Il va mourir un jour, il va raconter des choses à ses enfants, mais bon. Et on sait très bien, hein, les récits de nos grands-parents, ça variait parfois. Hein, bon. Donc, le témoignage devient archive aussitôt qu'il est écrit. Donc, tout ça, il nous montre que, vous voyez, tout est plus complexe. Il dit, bon, là, j'ai consulté les archives. Oui, bon, très bien. Enfin, parce que les archives, c'est des témoignages, et donc avec toute la question sur... Oui. L'archive n'est pas seulement faite de souvenirs et de témoignages écrits, c'est aussi un classement systématique de ces documents avec des règles selon lesquelles on peut les consulter. Et là aussi, il y a une intention dans le classement. On ne se rend pas toujours compte, mais si c'est chronologique ou pas chronologique, thématique, il y a le fait même de classer des archives ajoute quelque chose d'autre. C'est déjà une interprétation. De plus, il y a des traces qui ne sont pas écrites, les objets d'art, la monnaie, les restes des bâtiments anciens, les outils, les objets funéraires. Aujourd'hui, nous pouvons ajouter à cette liste les empreintes digitales, la preuve photographique, les analyses biologiques comme l'ADN par exemple, qui semblent là un peu plus fiables, jusqu'au jour où on dira, non, il peut y avoir des gens différents qui ont le même ADN. Donc, pour passer de l'archive ou des traces en général à la preuve documentaire, il faut formuler une question, une hypothèse. Il remet en question l'objectivité de l'archive ou de la source documentaire ou du témoignage. Et là-dessus, à la télévision, vous avez parfois des reportages, des dits documentaires sur des trucs archéologiques souvent, où c'est vraiment amusant, parce que c'est souvent américaine, c'est un peu comme un thriller, et on voit dès le départ ce que le bonhomme cherche à prouver. Et alors, il nous fait, il y a du suspense, mais à la fin, il nous dit, voilà, là, j'ai vraiment la preuve, les Américains, ils sont top, que l'hypothèse, donc sur la construction des pyramides, sur les massacres chez les Mayas, tout ce que vous voulez, et on sent, mais à 10 km, l'intention qu'il y a derrière. La vision matérialiste, en général, le truc, les peuples ont disparu parce qu'il y a eu des épidémies, il y a eu des famines, très bien. Et à la fin, on prouve exactement. Mais c'est tellement caricatural que là, ça se voit. Mais des fois, c'est plus subtil. Donc, une question, une hypothèse. Pour l'historien, tout peut servir de preuve potentielle. Les registres des paroisses, les données climatologiques, les prix des produits agricoles, les objets de la vie quotidienne, les actes des tribunaux. Autant de documents auxquels nous pensons quand nous nous référons à l'archive. L'historien aborde son champ d'étude avec un questionnaire, une hypothèse, une idée globale de ce qu'il cherche. Quand on va consulter des archives, on sait ce qu'on cherche. Et donc, si ce qu'on trouve, on peut passer complètement à côté de trésors, parce que ça ne rentre pas dans l'hypothèse qu'on a. Et on va choisir ce qui confirme. Mais c'est partout pareil. C'est pour ça. L'intérêt, il nous montre que tout est plus complexe. Tout est plus sujet à discussion et à réflexion, surtout. Et à prudence. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus rien croire ? Non. De manière aveugle ou dogmatique, non. Jusqu'à un certain point. Alors, donc ça c'est archive, témoignage, vous voyez, écriture, etc. C'est très intéressant. Deuxième étape, c'est l'explication et la compréhension. On va expliquer, essayer de comprendre à partir de tous ces documents. Quel est le rôle de l'interprétation ? Bon, là, il va passer en revue presque tous les historiens du XXe siècle. Donc ça, c'est impossible à résumer. Mais si ça vous intéresse, c'est là. Évidemment, explication, compréhension, aussi, même si l'historien veut être le plus objectif possible, c'est à travers un filtre.
Et s'il est marxiste, ou s'il est structuraliste, ou s'il est autre chose, on va l'interpréter autrement et comprendre donc autrement. Troisième étape, c'est la dernière phase de l'opération historiographique, c'est la représentation, c'est-à-dire on va mettre ça en forme, en image, avec des supports extrêmement différents. Et c'est là où il pose la question de toute la différence entre la représentation fictive et la représentation historique. Vous savez, on aime bien en France les reconstitutions historiques, les spectacles, reconstitutions historiques. Bon, à voir la fidélité, différence entre un roman et un livre d'histoire. Avec un roman, le lecteur entre dans un univers irréel. Le lecteur d'un livre historique attend un récit de ce qui a vraiment eu lieu. Mais l'historien peut-il vraiment tenir sa promesse ? Donc, vous voyez, là c'est vraiment une épistémologie, c'est une analyse critique de comment et sur quoi est basée l'histoire et qu'est-ce qui constitue le travail des historiens. C'est très exigeant, hein, très difficile, être un bon historien. L'archive donc est à la base composée de témoignages qui peuvent être contredits ou confirmés. L'explication historique s'appuie sur l'archive et la preuve documentaire, mais là aussi il peut être contredite ou confirmée. Et la représentation littéraire, qui est le but de tout historien, a toujours l'intention de vérité, mais peut être contredite ou confirmée. Donc, c'est vrai que le statut de la vérité, là-dedans, qui est un grand sujet philosophique, Elle change de vérité aussi. Aujourd'hui, mensonge demain. Oui. Et de toute façon, même à un moment donné, il y a autant de vérité. Ça dépend du point de vue de chacun. Voilà, la subjectivité. C'est pour ça qu'il y a cette... on pourrait se dire, oh là, ben, dans ce cas-là, on ne peut rien penser, on peut... et surtout ne pas agir. Lui, il montre qu'il a toujours fait des choix d'action politique, il s'est impliqué, engagé. Donc ça veut dire que même avec cette finesse de pensée, il y a quand même à un moment donné des choix qui supposent d'être un tout petit peu moins dans la finesse, parce que si on est vraiment trop dans cette finesse, là effectivement on ne sait plus rien, on ne pense plus rien. C'est le courage intellectuel, c'est d'être conscient de l'imperfection et de, comment il dit, la relativité, et que il y a des choses le font réagir parce que c'est vraiment sa conscience qui est en jeu. Comme disent les phénoménologues, on est toujours conscient de quelque chose. Donc c'est pas la conscience comme ça, vague, générale, mais conscient de quelque chose. Et ce de quelque chose, on se bat pour. En acceptant qu'il y a d'autres qui ne se battent pas ou se battent pour le contraire. Alors, troisième partie, l'oubli. Là, vous vous rappelez, là c'est herméneutique, donc on interprète. C'est une herméneutique ontologique, parce que quand même on enfonce le clou. Herméneutique ontologique, ça veut dire que ça a trait vraiment à l'identité, à l'essence de l'être, de l'être. De ce que Ricoeur appelle la condition historique des humains que nous sommes. Alors, ça serait bien qu'il ne s'occupe dans cette partie que de l'oubli. En fait, il va faire un immense détour, puisque l'oubli ne figure que dans le 3e chapitre de cette 3e partie, en fait. Et avant, il va s'intéresser à plein de gens qui font des études sur la mémoire, l'histoire, le temps, donc Alvax, Yerushalmi, Pierre Nora, enfin bon. Voilà. Donc il y a un grand détour avant de définir l'oubli.
avant de dire que la mémoire et l'histoire sont traversées par la problématique de l'oubli. Donc vous voyez, on peut dire mémoire, histoire, oubli, mais on peut dire aussi mémoire, oubli, histoire. Hein, les deux convergents dans la notion de l'oubli. Alors, on a, il va dire, l'oubli ordinaire, qui est contrepartie de la mémoire ordinaire. Bon, de la même manière qu'on se rappelle un certain nombre de choses, pas un enjeu énorme, mais de la même manière on va oublier des choses. Bon, ça fait partie du fonctionnement non pathologique. Et puis, vous vous rappelez, il y avait les abus de la mémoire. Donc il va y avoir les conséquences de ces abus de la mémoire sur le phénomène d'oubli. C'est vraiment... il aurait pu traiter tout ça en même temps. Ça nous aurait peut-être simplifié la vie, mais ça n'aurait pas été ternaire. L'oubli, donc, souffre des mêmes formes d'abus que la mémoire. Donc on va avoir l'oubli pathologique, l'oubli manipulé et l'oubli commandé. Alors c'est là on peut dire, c'est un peu la même chose. Alors, pathologique. Alors, donc, il reprend l'idée d'une mémoire bloquée, hein, vous vous rappelez, mémoire bloquée ou blessée, comme premier type d'oubli, l'oubli pathologique. Qu'est-ce que c'est que l'oubli pathologique? Alors là, il cite Freud, qui disait qu'une fois que quelque chose a été ressenti ou éprouvé, la mémoire est ineffaçable. C'est-à-dire, il est gravé à jamais. Même si le souvenir n'est pas toujours accessible, directement accessible. D'où l'importance de l'analyse, de la psychanalyse, pour faire remonter à la surface des choses qui ont été occultées. Donc, l'oubli pathologique, c'est l'oubli qui est créé par le fait que l'individu ou la collectivité a vécu un traumatisme trop fort par rapport à sa capacité d'absorption ou, comme dirait Cyrulnik, de résilience. On assume tout. Enfin, en tout cas, un maximum. Ça pose vraiment des grandes questions. Sur justement les conséquences aussi d'une psychanalyse, à faire remonter des choses qui avaient peut-être été sciemment oubliées, occultées, parce que trop complexe, trop dur. Pensons, enfin voilà, à toutes ces générations aujourd'hui d'enfants qui vivent les guerres, c'est terrifiant. Terrifiant. L'oubli pathologique. C'est vraiment, pour des générations, on en fait des êtres blessés, et donc avec un engrenage terrible. Bon. L'oubli pathologique. Après, l'autre abus de la mémoire, c'est la mémoire manipulée, on avait vu par l'idéologie, et là c'est l'oubli manipulé. C'est-à-dire, il y a plein de choses que l'idéologie fait oublier. Et donc, la personne peut sembler de bonne foi. Parce que nous, on est toujours très bons pour dire « Ah, mais alors, en Corée du Nord, comment se fait-il que les gens, comme ça, applaudissent tout le temps, révèrent leurs dirigeants Qui sommes-nous d'ailleurs déjà pour juger? Et ensuite, on juge avec certains critères. Et là, oui, l'oubli manipulé, c'est des gens qui ont été victimes, qui sont victimes d'une mémoire manipulée, donc d'un oubli manipulé. Et ils ne sont pas... sont-ils responsables? Ah oui, toujours le choix. Oui, bon, mais... faut voir. Donc, s'il y a une histoire officielle, autorisée, commémorée, il y a aussi un oubli officiel des choses interdites dont on n'a pas le droit de se souvenir. Là, on a l'idéologie, travaille sur la mémoire. C'est comme si on était lobotomisé. Voilà. En tout cela, la structure pathologique, la conjoncture idéologique et la mise en scène médiatique ont régulièrement joint leurs effets pervers,
tandis que la passivité excusatoire composait avec la ruse active des omissions, des aveuglements, des négligences. C'est magnifiquement dit. Oui, je vais le redire parce que c'est... Peut-être pas tout, mais en tout cela, la structure pathologique, la conjoncture idéologique et la mise en scène médiatique, vous voyez, tous les mots sont pesés, précis. La structure pathologique, la conjoncture idéologique, c'est la crise. Voilà. Et la mise en scène médiatique ont régulièrement joint leurs effets pervers, tandis que la passivité excusatoire composait avec la ruse active des omissions, des aveuglements, des négligences. Arendt, procès d'Eichmann, ah mais moi, j'ai obéi aux autres. C'est extrême. C'est là, la mémoire manipulée, idéologique, il se réfère essentiellement aux pensées totalitaires du XXe siècle. Parce qu'elles sont les plus importantes en termes de puissance technologique et de victimes. Je te l'enverrai. Je te l'enverrai parce que sinon on va y passer jusqu'à la fin. Ah ben je l'ai plus la page. Je l'ai pas noté la page. Ben, il faut chercher. Je la chercherai. Alors la page. Parce qu'elle est belle cette phrase. Hein. Oh là là. La passivité excusatoire. Ça, oui, mais c'est tellement juste, c'est terrifiant. Alors, troisième, je vous la donnerai la page, hein, c'est promis. À l'oubli pathologique et à l'oubli manipulé s'ajoute l'oubli commandé, qui est l'oubli institutionnel. L'oubli commandé, donc là c'est l'oubli institutionnel, il va l'associer à la notion d'amnistie. Amnistie. L'amnistie qui cherche à mettre fin, par exemple, à des désordres civils. Réconciliation des peuples. On oublie volontairement et on fait amnistie. Hein, c'est ce qui s'est passé en Algérie, en Colombie. On a fait voter, il y a eu un référendum pour savoir si on pouvait oublier ce qu'avaient fait les FARC. Avec l'apartheid aussi. Voilà. Et donc là, ça va nous amener, Rwanda, ça va nous amener à la dernière partie du livre où il y a des très très belles réflexions sur amnistie, amnésie. J'y viendrai tout à l'heure. Donc l'amnistie, l'origine grecque du mot amnistie signifie oubli. L'origine étymologique vient du grec, amnistie, ça veut dire oubli. On oublie, on amnistie. L'oubli et le pardon s'entrecroisent dans un acte judiciaire de l'État. Là, il se fait référence à l'État qui décrète l'amnistie. L'amnistie ne cherche pas la vérité historique. Au contraire, elle sacrifie la vérité sur l'autel de la raison d'État. Il n'est pas question d'oublier quoi que ce soit de ce qui a été fait, mais il y a une raison d'État qui est de fait continuer à vivre ensemble, qui fait que on amnistie. Il y a des événements dans le passé qui ne doivent pas être rappelés ou qui doivent être pardonnés. Et là, il va terminer sur une très grande réflexion sur le lien entre amnésie, amnistie et pardon. Pardon. L'amnistie, dit-il, est liée au pardon. Alors, le problème qu'il situe, et c'est vraiment typique, il dit pardon, le vrai pardon, et il reprend quelque chose de Derrida aussi, le vrai pardon ne peut s'exercer que par rapport à une faute impardonnable. Intéressant.
Il y a une contradiction dans les termes. Ah ben il y a une contradiction. Oui, mais c'est Oui, et il dit faute impardonnable, pardon impossible. C'est-à-dire, et c'est Derrida qui disait, je ne sais plus ce que j'ai mis, ce qui disait Derrida, oui, et que Ricoeur va reprendre. Le pardon est inconditionnel où il n'est pas. Ça, c'est vrai au niveau collectif, c'est vrai au niveau, évidemment, individuel. Donc, pardonner quelque chose de pardonnable, ça ne justifie pas 600 pages. Pardonner une faute impardonnable, là, ça commence à devenir intéressant. C'est pas facile, hein. Alors, donc, c'est l'épilogue du livre sur le pardon. Le pardon, s'il a un sens et s'il existe, constitue l'horizon commun de la mémoire, de l'histoire et de l'oubli. C'est-à-dire, il y a comme une sorte de convergence à la fin, d'apothéose. Oui, une sorte de transcendance immanente, hein, on va dire, de la mémoire, l'histoire, vers cette notion donc d'amnistie, amnésie, pardon. S'il y a pardon politique, ce doit être aux marges de l'institution judiciaire qui s'occupe de punition. Parce qu'évidemment, ça ne peut être qu'à la marge. Le pardon présuppose la possibilité de tenir quelqu'un pour responsable, accusé, coupable. Donc c'est même plus le fameux responsable, pas coupable, coupable mais pas responsable. Non, c'est voilà, on est responsable, coupable, accusé, assumé, et pourtant on va demander le pardon ou on va recevoir le pardon. Le pardon s'adresse à l'impardonnable ou n'est pas. Et Ricoeur écrit, cette disproportion entre la profondeur de la faute et la hauteur du pardon sera notre tourment jusqu'à la fin de cet essai. Là, on voit tout conceptuel qu'il est, il le vit ça vraiment avec sa chair, dans sa chair. Parce qu'il a vécu une époque. Et Lévinas, pareil. C'est-à-dire, voilà, c'est des gens qui, enfin, moi je trouve ça c'est extraordinaire, d'avoir une lucidité intellectuelle et une rigueur intellectuelle en plein événement. C'est pas plusieurs siècles après, on réécrit l'histoire au début. Là. Non, là ils ont vécu les camps, ils ont vécu la Shoah, enfin ils ont vécu tout ça dans leur chair et c'est sublimé par la notion de pardon, d'amnistie, etc. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Sans excuser rien, hein, attention. Hein. Parce que parler de négationnisme, c'est une folie, parce que là, on met les choses sous le tapis, et ça ne résout, mais non seulement ça ne résout rien, mais c'est d'une lâcheté terrifiante. Sauf si c'est une raison d'État. Et même, attention, c'est pas la négation, vous voyez, c'est le pardon présuppose la possibilité de quelqu'un de tenir pour responsable, accusé, coupable. C'est là la grandeur du pardon. C'est pas la négation. Et cette histoire du pardon m'a fait réfléchir à ce qu'on trouve dans d'autres traditions. Par exemple, dans le bouddhisme, on trouve la compassion. Par exemple, enfin, pour prendre un exemple concret, ce qu'explique le Dalai Lama actuel sur le fait de ne jamais considérer, même au plus fort des massacres des Tibétains, de considérer les Chinois comme des ennemis. Ah, on y croit, il en est quand même une preuve. Et d'autres lamas avec. C'est-à-dire,
Mais c'est un travail énorme. Un travail énorme. Lui, le Dalai Lama, vous pouvez chercher, hein, jamais un discours de haine, une parole de haine vis-à-vis des Chinois. Et en disant plutôt, bon, il va falloir chercher dans le karma, puisque là il y a la notion d'enchaînement karmique, qu'est-ce que les Tibétains ont bien pu faire dans leur histoire, dans leur passé, pour mériter ça. La compassion, ou ça m'a fait penser aussi, dans un autre registre, à la non-violence de Gandhi. Donc là, on a la notion de pardon qui peut sembler un peu... c'est plus chrétien, disons, bien qu'il soit protestant, et c'est vrai qu'on... Il porte dans son nom le cœur. Hein. Comment ? Dans son nom, il y a cœur. Dans son nom, il y a cœur, oui, absolument. Ça, c'est incontestable. Et il y a Ri aussi. Il y a Ri aussi. Ça n'a rien à voir. Ah, je sais pas. On ne sait pas. Attends, je finis, parce que ça, c'est quand même magnifique. Bon, il va parler des 4 types de culpabilité selon Jasper. Donc, chaque fois, pouf, c'est d'une érudition totale. Mais, donc, pour montrer que c'est quelque chose vraiment avec le fait, un tourment, comme il dit, tourment jusqu'à la fin de cet essai, mais tourment jusqu'à la fin de sa vie. Hein, c'est vraiment quelque chose qui le taraude. Le paradoxe est qu'on doit demander pardon, mais que le pardon doit être un don inconditionnel. Et donc il va discuter le cas de la commission Vérité et Réconciliation de l'Afrique du Sud. Il donne des exemples après la fin de l'apartheid. Et il le compare au procès de Nuremberg et de Tokyo après la Deuxième Guerre mondiale. Là, il y a eu ces procès retentissants des nazis ou des Japonais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne reste pas sur cette notion de pardon. Il dit, il faut faire appel à une paire, toujours pareil, de 2 éléments, promesse, pardon. C'est-à-dire qu'on ne peut réellement pardonner, c'est-à-dire, comme il dit, délier des éléments du passé, que si on se place dans la perspective d'une promesse qui crée un nouveau lien avec le futur. Ça me semble vraiment très intéressant parce que ça donne une dynamique. Oui. C'est pas simplement le pardon sur le passé, où quelque part on délie des nœuds ou des traumatismes, mais on se place dans une perspective d'avenir. C'est de manière très caricaturale, plus jamais ça. Ok, très bien, mais se donne-t-on les moyens pour que justement dans le futur, il n'y ait plus jamais ça. En général, je t'ai vu, je termine mon blabla et je donne la parole. Mais, promesse, donc il y a un tandem, promesse, pardon. Le premier, dit-il, lie l'agent à un acte futur, tandis que le second délie l'agent d'un acte passé. Là, on le voit sur la fin de l'ouvrage où il est en quête, comme il le dit lui-même, d'une mémoire heureuse. Il voudrait que les peuples, les sociétés parviennent à cette mémoire heureuse. Un subtil travail de déliement et de liement, c'est-à-dire on se délie et on se lie, est à poursuivre au cœur même de la dette. D'un côté, déliement de la faute, de l'autre, liement d'un débiteur à jamais insolvable. Alors ça, je trouve que c'est une phrase aussi absolument magnifique. C'est-à-dire, d'un côté, déliement de la faute par le pardon, de l'autre, liement d'un débiteur qui sera à jamais insolvable. C'est-à-dire, il y aura toujours quand même une dette. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de l'effacer. On pardonne, on n'oublie pas. Voilà. C'est pour ça qu'il y a toute sa réflexion sur amnistie, amnésie.
pardon, promesse. C'est subtil, hein, parce que là, on est sur une ligne de crête. Parce qu'en général, on n'oublie pas, mais on ne pardonne pas non plus. Ou on oublie, et si on oublie, c'est pas du pardon. Pas, voilà. Donc, amnésie, amnistie. Et donc, voilà, il termine un peu là-dessus. Alors, on peut être un peu épuisé à la fin du bouquin, mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne beaucoup de pistes de réflexion. Et d'une réflexion qui reste volontairement inachevée, ouverte. À continuer à... Donc, il va se référer à tous ces auteurs, ça c'est vrai, et à citer chaque auteur précisément, dans quelle œuvre, à quelle page, enfin là, il y a vraiment grande rigueur. Et... bon, comme les réflexions sur l'altérité, c'est deux philosophes qui peuvent nous être mais d'une immense utilité aujourd'hui. Ils ont été un peu oubliés, aujourd'hui on parle un peu plus de Ricoeur, mais bon, Lévinas, lui Lévinas c'est l'interprétation de la Torah, hein, puisqu'il était d'origine juive, donc là on a vraiment deux grands personnages, deux grands philosophes. Alors, il dit aussi, puisque il veut fonder sa philosophie sur le respect d'autrui, il a une très belle phrase sur comment fonder la relation à autrui. La règle de la réciprocité. N'exerce pas le pouvoir sur autrui de façon telle que tu le laisses sans pouvoir sur toi. Alors là, bon, on est au-delà, mais c'est vraiment la fin de l'ouvrage, et je trouve ça, c'est une phrase très très belle. N'exerce pas le pouvoir sur autrui de façon telle que tu le laisses sans pouvoir sur toi. Aucun. Aucun. Non, là c'est simplement pour expliquer que c'est une démarche qui est la démarche de Ricoeur, faite de discrétion, d'humilité, mais qui a toujours privilégié vraiment l'écoute, l'attention infinie à l'autre dans le dialogue, et que c'est une pensée profondément humaniste dans le sens noble du terme, où il y a cette idée de toujours respecter, le respect. C'est ça le lien. Il y a plein de contraintes. Il y a plein de contraintes. Oui, mais pas des contraintes matérielles. C'est automatiquement le lien s'est fait que automatiquement l'autre se sentira. Il n'y a rien d'automatique. Alors, je veux dire, dans la pensée de Ricoeur, peut-être on peut le penser, hein, mais dans la pensée de Ricoeur, il n'y a rien qui est automatique. Tout se construit, la voie longue, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, la voie longue. Il faut se confronter à toutes les difficultés, à tous les obstacles. On n'est élu de rien. Et on reprend le dialogue là où il était interrompu. Et donc, c'est une construction, et qui reste à jamais inachevée. Mais c'est une construction humaine, faite de respect, d'ouverture à l'autre, de dialogue, c'est pour ça qu'il y a cette notion de pouvoir que je trouve vraiment importante dans la relation à autrui, parce qu'avec la meilleure volonté du monde, la meilleure bonne foi, on peut écraser l'autre en pensant bien faire, et l'autre se sent n'ayant plus de pouvoir sur le problème. Donc c'est une voie, ce que je voudrais terminer là-dessus, mais c'est une voie très paradoxale, parce que c'est une voie extrêmement conceptuelle. Hein. C'est un intellectuel, c'est un de grands philosophes intellectuels, d'une très très grande rigueur conceptuelle et intellectuelle, et en même temps d'une très grande générosité humaine. Et ça c'est rare. Je pense que c'est suffisamment rare
pour le souligner. Et c'est ces deux amours, la phénoménologie, qui amène à s'intéresser au cas singulier, que chacun est un cas singulier dans les phénomènes, et l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation, parce qu'il y a toujours une raison cachée à découvrir. Donc chacun reste, vous comprenez, un mystère. Chaque individu reste un mystère, chaque société, chaque peuple, chaque collectivité reste un mystère. Mais ça n'empêche qu'il a consacré sa vie à essayer de le comprendre et d'apporter vraiment le plus de cœur, oui. Presque religieux finalement. Lui n'a jamais caché qu'il était protestant et qu'il était très attaché à cette foi protestante. Alors, c'est vrai que la notion du pardon, on le traite souvent, dans le cadre des religions. Là, on voit comment on peut être philosophe vraiment en intégrant ce côté religieux, mais sans en être dépendant. Bien sûr. Parce que je peux vous dire que l'ouverture, la générosité, la compréhension de l'altérité dans le protestantisme, c'est pas toujours très très présent. Hein. Oui, justement, ça a l'air au-dessus. Ça dépasse, Ouais. ça transcende le côté religieux. Et ce qu'il explique aussi dans d'autres, l'expression dans d'autres ouvrages de l'homme faillible. L'homme faillible, l'homme capable. C'est l'homme dans ses fragilités, mais avec possibilité pas simplement de vivre avec, mais de surmonter dans une sorte de dialectique qui fait surgir un troisième plan, un troisième élément.